cette vidéo reprend les questions sur le métabolisme des examens d'entrée de 2017 à 2019. Et tout d'abord, le métabolisme dans son point de vue énergétique. Donc, quand on vous demande quel organisme abrite le cycle de Krebs, ça fait partie de la respiration cellulaire. Donc, il commence, si on détruit du sucre pour en obtenir de l'énergie, par la glycolyse qui a lieu dans le cytoplasme. Et le cycle de Krebs, il a lieu après. Donc, le cycle de Krebs, il commence avec l'acétyl-CoA. Et il va se tourner en fait avec plusieurs réactions enzymatiques et libérer du CO2 à deux endroits. Donc l'acétyl-CoA s'additionne sur un C4, ça donne un C6, des molécules à 6 carbones, et ça retourne comme ça. Voilà, et le cycle de Krebs, lui, a lieu dans la mitochondrie, donc l'organisme énergétique de la cellule. Et la troisième partie de la respiration cellulaire, ce sera la cascade de phosphorylation oxydative, la chaîne de respiration dans la membrane interne de la mitochondrie. Alors le centrosome, moi j'appelle ça les centrioles, c'est là où s'allongent les microtubules, donc c'est ce qui est responsable du mouvement dans la cellule, qu'elle soit en train de se diviser ou qu'elle déplace des vésicules du RER vers le Golgi ou des choses comme ça. Le chloroplaste, c'est le lieu de la photosynthèse. Et le cycle, il y a aussi un cycle enzymatique qui a lieu dans le chloroplaste, c'est le cycle de Calvin. Alors la mitochondrie, c'est la bonne réponse, c'est là qu'a lieu le cycle de Krebs et la chaîne de phosphorylation oxydative. Le noyau, c'est juste le stock, la protection de l'ADN. Et là-dedans, il y a de la réplication, de la transcription, de l'épissage, mais pas le cycle de Krebs. Alors, question en juillet 2019, lors de la respiration cellulaire aérobie. Alors, quand on parle de respiration et aérobie, on vous dit en fait deux fois la même chose. Donc, respiration, vous avez besoin de 2. Aérobie, vous donnez de l'O2. Alors, l'inverse, c'est la fermentation anaérobie, donc, qui est une autre façon de détruire des molécules pour en retirer de l'énergie. Donc, on parle des électrons qui parcourent la chaîne de transport des électrons. Je trouve ça dit un petit peu, pas méchamment, mais trop précisément. Donc, en fait, dans la chaîne de phosphorylation oxydative, donc la troisième partie de la respiration cellulaire, il y a des molécules réduites énergétiques comme le NADH plus H+, ou le NADPH plus H+, ou le FADH2. Donc, en fait, quand on regarde les molécules, c'est plutôt des H qui vont disparaître, parce que ces molécules qui sont réduites, qui sont énergétiques, elles vont redonner du NAD+, etc. Donc on a plutôt l'impression que c'est des hydrogènes. Alors le problème, c'est qu'en fait, les H+, ils sont partout dans la cellule, et pour que le H puisse s'accrocher à quelque chose, à son NAD, il lui faut un électron, en fait. Et donc ce qui est retiré à la molécule réduite pour qu'elle redonne du NADH, en fait, c'est des électrons et des H+. Voilà. Donc c'est une chaîne d'électrons, mais c'est pas comme ça qu'on l'appelle en secondaire. Alors on vous dit que les électrons sont finalement cédés à des molécules d'O2. C'est la bonne réponse, parce qu'en fait dans la mitochondrie, dans la chaîne de la phosphorylation oxydative, il y a toute une série de protéines, donc qui vont prendre le NADH plus H+, et en transformer en du NAD, un coenzyme Q, un coenzyme E, ça va vraiment passer d'une protéine à l'autre. Et donc, à chaque protéine, je crois qu'il y en a 4 ou 3 quand c'est l'FAD, mais voilà, chaque protéine va accumuler du H+, dans l'espace intermembranaire, et ce H+, va permettre après, par son accumulation, par son énergie, de reformer de l'ATP. Et donc l'ATP synthétase est la dernière de la série. Alors, quand les NADH plus H+, sont oxydés, donc quand on récupère leurs électrons, au final, la quatrième protéine va donner ces électrons et ces H+, qui traînent toujours dans l'histoire, hein, c'est de l'eau avec des H+, et elle va le donner à l'oxygène. Donc l'oxygène va recevoir ces H+, et ces O2 et donner de l'H2O. Donc c'est vraiment ça. Alors, les électrons qui sont dans la chaîne de transport ne viennent pas de l'eau. Hein. En fait, quand on écrit la formule de la respiration, c'est 6H12O6 plus 6O2 qui donne 6CO2 plus 6H2O avec de l'ATP. Il faut de l'ADP plus
phosphates. Je crois qu'il y en a 32 ou 36, ça dépend comment on les compte. Et donc, vous fabriquez de l'eau. Vous n'en avez pas au départ. Donc, ce n'est pas l'eau qui va donner des choses, c'est l'eau qui va être formée. Donc, on va obtenir de l'eau. Alors, l'autre proposition, c'est qu'on vous dit que des électrons gagnent de l'énergie pour générer un gradient de protons. Si il y avait ça voudrait dire qu'on crée de l'énergie parce qu'on aurait davantage d'énergie chez les électrons et on créerait quelque chose qui demande de l'énergie aussi, donc ça ne va pas le faire. En fait, ces électrons, ces molécules réduites, ces électrons qui sont dans les liaisons ici avec des H, vont passer de molécule en molécule, donc il y a le coenzyme Q, le cytochrome C, et chaque molécule qui est réduite par l'oxydation de l'autre est un peu moins énergétique. Donc ces électrons vont descendre un peu progressivement en énergie et à chaque fois, ils vont générer un gradient de protons. Alors c'est quoi un gradient de protons? C'est une accumulation de H+, les protons c'est H+, et donc c'est de l'acidité. On fait baisser le pH, on rend acide le compartiment intermembranaire. Alors est-ce que ces électrons transitent par l'ATP synthase? Non, c'est justement les H+, les protons. Donc c'est pas eux. Ne transitent pas par l'ATP synthase, c'est les protons, c'est les H+, pas les électrons, qui vont re-rentrer dans ce qu'on appelle la matrice, l'intérieur de la mitochondrie. Les H+, vont re-rentrer là en fabriquant de l'ATP. Donc quand ça va se passer, on va faire de l'ATP à partir d'ADP plus phosphate. Donc l'ATP synthase qui synthétise l'ATP le fait grâce au gradient de protons. Donc ce n'est pas les électrons qui transitent par l'ATP synthase, c'est les protons. Elle était vraiment très précise. Alors la question en septembre 2019 est aussi très très précise et très... Enfin voilà, il faut savoir beaucoup de détails. Donc dans une cellule eucaryote, le cycle de Krebs. Alors le cycle de Krebs qui a lieu dans la mitochondrie est nécessairement dans une cellule eucaryote, vu qu'une cellule prokaryote n'a pas d'organites et donc pas de mitochondrie. Donc de nouveau, il y a des informations qui veulent dire à peu près la même chose. Alors, est-ce que le cycle de Krebs assure la transformation du glucose en pyruvate? Alors, le glucose, c'est une molécule en C6, H12O6. Le pyruvate, c'est une molécule en C3. Et en fait, ça, c'est la glycolyse. Quand vous coupez le sucre en pyruvate, c'est la première partie et ce n'est pas le cycle de Krebs. Et donc, la glycolyse a lieu dans le cytoplasme ou cytosol. Et donc le pyruvate est transformé après en acétyl-CoA. Et donc le cycle de Krebs n'est pas dans le cytosol, c'est la glycolyse. Le cycle de Krebs, c'est dans la mitochondrie. Alors, est-ce que le cycle de Krebs produit de l'ATP et libère du CO2? Oui, il va libérer du CO2 à 2 endroits dans le cycle. Il y a du CO2 qui est libéré. Et il y a un petit peu d'ATP qui est produit aussi, à un endroit ou l'autre. Alors, ce n'est pas l'endroit où on en produit le plus. Donc, l'endroit où on en produit le plus, c'est les endroits qui vont récupérer les NADH plus H+, donc la phosphorylation oxydative des FADH2. Je les mets n'importe où, je ne sais plus trop dans quel ordre ça va. Mais c'est ces molécules réduites énergétiques qui vont générer beaucoup plus d'ATP dans la chaîne respiratoire après. Mais il y en a déjà un petit peu dans le cycle de Krebs. Quand je vous dis qu'ils font des questions super précises, alors on vous dit que le cycle de Krebs consomme de l'eau. Alors c'est vrai qu'à un moment, je ne sais plus où, on va ajouter de l'eau, on va hydrater une molécule organique. Mais un petit peu plus loin, on va la déshydrater. C'était juste pour avoir un changement de conformation entre deux molécules. Donc, il en consomme, mais on libère. Donc, on ne va pas dire qu'il en consomme. Mais c'est vrai que de l'eau rentre dans le cycle de Krebs à un endroit. Donc, la bonne réponse est la C. Il produit de l'ATP. Pas la plus grande quantité, mais il en produit un peu. Il libère du CO2. Ben oui, si on fait rentrer 2 carbones par l'acétyl-CoA pour faire du citrate, je crois que c'est un truc comme ça, il y a 2 carbones qui doivent sortir. Puisque le cycle retourne, on reprendra 2 autres carbones pour les oxyder à leur tour. Alors, en 2017, on parle du métabolisme de l'ADN, la réplication de l'ADN. On cherche quelque chose de faux. Chaque molécule d'ADN n'est répliquée qu'une seule fois par cycle cellulaire. Ça, pour moi, c'est vrai. On recopie tout. Avec un ADN, on fait 2 ADN. Les molécules d'ADN, c'est les différents chromosomes. Donc,
C'est un ADN qui donne 2 ADN. À la fin de la réplication, la molécule d'ADN qui a servi de matrice est détruite. Ça, c'est faux. Donc, vous avez un ADN qui va s'ouvrir et en fait, les brins des nouveaux ADN, mais il y en a un ancien et un nouveau. Donc, elle n'est pas détruite du tout. Donc, c'est celle-là la réponse fausse qu'il fallait cocher. Les autres propositions, l'ADN polymérase ajoute des désoxyribonucléotides. Ça, c'est vrai, on est en train de faire de l'ADN, donc c'est désoxyribo. Donc, à l'extrémité 3' d'une amorce, c'est vrai. Donc, si on a un 3' ici, ça va s'ajouter sans souci. Tandis que de ce côté-ci, on ajoutera de ce côté-ci. Donc, ça, c'est vrai. Le brin retardé est synthétisé sous forme de petits fragments. Oui, c'est les fragments d'Okazaki. Donc, on va à chaque fois synthétiser dans un sens en direct. Et dans l'autre, comme on doit aller à l'envers, on va faire un petit peu, et puis on refera un petit peu, et puis on refera un petit peu. Donc ça, c'est des fragments d'Okazaki. Donc le brin qui est en retard, c'est celui-là qu'on appelle comme ça, le brin retardé. Donc, en 2018, la réplication de l'ADN génomique dans une cellule eucaryote a pour effet de doubler le nombre de chromosomes dans la cellule. Non. En fait, un ADN va donner 2 ADN, mais ce qui se passe, c'est qu'une chromatide de votre chromosome va donner des chromosomes doubles. Alors tout ça dans de l'ADN sous forme de chromatine, donc bien désenroulé, mais les 2 chromatides sœurs copies l'une de l'autre sont dans un même chromosome. Donc si vous avez des chromosomes simples et des chromosomes doubles, vous n'avez pas plus de chromosomes. Alors, la réplication a pour effet de doubler la quantité d'ADN de chaque chromosome. Oui, un chromosome simple chromatide devient un chromosome double chromatide. Il a lieu au début de la phase M du cycle cellulaire. Non, le cycle cellulaire, c'est une mitose. Ça, c'est la phase M. Une phase de croissance, G1, une phase de synthèse ou stop et une phase de croissance. Donc, la réplication a lieu pendant la phase S de l'interphase. Donc les 3 ici, c'est l'interphase entre 2 mitoses. Et ce n'est pas pendant la phase M, mais dans la phase S du cycle cellulaire. La réplication de l'ADN génère des molécules dont chaque brin est formé d'un mélange d'anciens et de nouveaux. Là, on aurait pu se faire piéger. C'est pas un mélange en fait. C'est vraiment tout un brin qui est ancien et tout un brin qui est nouveau. Tout un brin qui est ancien et tout un brin qui est nouveau. Donc c'est pas un mélange. C'est pas chaque brin qui est formé d'un mélange, c'est un brin qui est ancien, un brin qui est nouveau. Voilà, donc la bonne réponse, c'est on double la quantité d'ADN de chaque chromosome. Les chromosomes simples deviennent des chromosomes doubles. Alors toujours en 2018, c'est les 2 examens, septembre et juillet. Alors, lors de la réplication de l'ADN génomique dans une cellule eucaryote, ça a l'air d'être la même question. Un seul des 2 brins d'ADN parentaux sert de matrice à la synthèse des nouveaux brins. Non, c'est les 2. Donc là, les 2 brins de la molécule ancienne deviennent matrices. Quand c'est un seul, c'est la transcription. Donc si un seul, c'est la transcription. Quand on fait des ARN messagers, on n'a pas besoin de recopier les 2 côtés. Mais quand on fait des ADN, on a besoin de recopier les 2 côtés. Les brins néoformés s'allongent à l'extrémité de 3'. Donc ça, c'est vrai. Que ça soit l'ADN synthase ou l'ARN synthase, ça s'allonge toujours du côté 3'. Alors les chromosomes se condensent. Ça, c'est pas pendant la réplication. Les chromosomes se condensent. C'est juste avant la division. Non, c'est pendant la prophase de la mitose. Ça, c'est en prophase de mitose. Alors que la réplication a lieu en phase S d'interphase. Donc on n'est pas du tout dans le même moment. Alors on vous dit que des crossing over ont lieu. Donc ça, c'est en prophase 1 de méiose. Donc là, on a des crossing over, des échanges d'extrémités de chromosomes. C'est rien à voir avec la réplication. Ça a lieu beaucoup plus tard. Donc toujours des questions de métabolisme, mais cette fois-ci sur plus la synthèse des protéines, tout ce qui est transcription, épissage, traduction. Alors on a un segment de brin matrice d'un gène qui code pour la fraction terminale de la chaîne B et de l'insuline. Alors on vous donne une séquence et on vous indique 5', 3', donc il y a un sens. Donc quand vous allez transcrire
ce brin matrice, donc il va servir vraiment de matrice. Donc vous allez venir en face avec votre ARN M. Donc le brin matrice, c'est le brin transcrit. Et donc vous venez avec l'ARN M et ils sont en antiparallèle. Donc si vous avez un sens, l'autre va aller dans l'autre sens. Donc si vous avez un 5' de ce côté-ci, ce sera un 3' par là. Et le 5' de l'autre côté. Alors en face d'un C viendra un G, en face d'un A viendra un U. Si jamais vous deviez compléter la DN, ce serait des T, mais il n'y a pas de thymine dans la RN, c'est des uracyles. Alors la suite, on peut aller jusqu'au bout, mais on va déjà regarder avec ça. Donc si du côté 3', vous devez commencer avec 2G et une série de U, la bonne réponse est la B. Donc pas les T, parce que les T c'est dans l'ADN, et pas l'avoir dans l'autre sens. On ne la propose pas dans l'autre sens de toute façon. Alors ici, il y avait moyen de refaire, ici c'était exactement la même. Idem brin fourni. Donc ça c'est si on ne vous avait pas donné le brin matrice. Donc si on vous avait donné le brin, si séquence donnée, et le brin complémentaire, le brin codant non transcrit, on l'appelle aussi parfois le brin sens. Voilà. Ici, on ne vous a pas donné celui-là, on vous a donné le matrice. Et le matrice, c'est celui qui est transcrit, c'est celui sur lequel viennent s'apparier les nucléotides d'ARN pour la transcription. Toujours en 2018, c'est une question aussi avec les séquences, mais elle est un peu plus longue parce qu'ici, il faut aller jusqu'à la protéine. Donc, on donne à nouveau le brin matrice du gène. Le brin matrice, c'est celui qui est transcrit. Et donc, il faut considérer celle-ci comme étant la matrice, ce sur quoi vont venir les nucléotides. Donc, si vous avez C, C, A, ça va être G, G, U, 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 il y en a 6. Et donc, on sera bien du côté 5' vers le côté 3', puisque ça va dans les sens opposés. Et on lit du côté 5' au côté 3', dans ce sens-là, on ne doit pas le retourner. Donc GGU, on commence avec un GGU, on a une glycine en numéro 1, et pas une proline. On doit vérifier qu'en numéro... Oui, après, pour le numéro 2, tout le monde est d'accord, c'est des phénylalanines sur les 3 qui nous restent. Le numéro 3, on va le vérifier, si c'est une alanine, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc numéro 3, c'est du U, 1, 2, 3, du UUC. Alors avec du UUC, on est ici avec une phénylalanine, donc c'est pas l'alanine. Et donc on élimine celui-là. Alors le 3e, ils sont d'accord, le 4e, ils sont d'accord, le 5e, ils sont d'accord, le 6e, ils sont d'accord. Il faut aller voir le 7e pour avoir une différence. 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Alors le 7e dans la RN, dans la DN, c'est du TTC. Dans la RN, ça va être du A en face du T et du G en face du C, donc AAG. AAG, on est avec une lysine. Donc la réponse est là et pas ici. Voilà, donc c'est long et lent, mais c'est pas trop compliqué de bien suivre la séquence. Alors en 2019, en juillet et en septembre, on a aussi eu des questions sur la synthèse des protéines. Alors, un codon, il est formé de 4 nucléotides. Non, c'est 3 nucléotides, l'anticodon aussi. Il peut coder pour le même acide aminé qu'un autre codon. Oui. En fait, comme il y a 4 ATCG, 4 bases différentes, et qu'il y a 3 lettres dans chaque codon, il y a 64 ARNT, 64 codons possibles. Et donc plusieurs codons vont donner le même acide aminé. Donc ça, c'est le code génétique est dégénéré, redondant aussi, on va dire. Voilà. Est-ce qu'un codon peut coder pour plusieurs types d'acides aminés? Non. On dit qu'il est univoque, le code génétique.
un codon, toujours le même acide aminé, sinon vous feriez différentes protéines. Est-ce qu'un codon peut se lier à l'acide aminé d'un ARN de transfert? Ben non, le codon, dans un ARN messager, il va s'appareiller avec l'anticodon d'un ARN de transfert. Donc là, l'anticodon va s'appareiller avec le codon, mais l'acide aminé, il est beaucoup plus loin dans l'ARNT, et les acides aminés s'accrochent avec des acides aminés grâce au ribosome, avec leurs enzymes. On fait la protéine qui est la suite d'acides aminés, mais il n'y a pas de lien entre le codon et l'acide aminé. Voilà, réponse B. Alors, quel événement a lieu lors de la traduction d'un ARN-M eucaryote? Alors, la traduction, ça a lieu dans le ribosome, avec 2 codons l'un à côté de l'autre, les ARN de transfert qui apportent les acides aminés. Ça, c'est la traduction. Alors, est-ce que les acides aminés sont incorporés un à un à l'extrémité N-terminale du polypeptide? Alors, le polypeptide, c'est la protéine, c'est une autre façon de le dire. Et en fait, un acide aminé, c'est la fonction amine, un carbone porteur d'une chaîne latérale et une fonction acide. Et vous avez un deuxième acide aminé, etc. Et donc, en fait, on les accroche les uns après les autres, comme ça. Donc, du côté N-terminal, on n'ajoute pas d'acide aminé. On les ajoute du côté C-terminal. Et donc, c'est pas bon. La formation du lien peptidique est catalysée par l'ARN de transfert qui porte l'acide aminé entrant. Non, l'ARN de transfert, il est juste transporteur, on dit aussi ARN de transport. Ce qui catalyse, c'est des enzymes plus du ribosome. Donc, qui sont des ARN ribosomiaux enzymatiques avec des protéines, enfin c'est un peu mixte, mais c'est pas par l'ARNT, c'est plutôt ARNR et protéines du ribosome qui font ça. Le ribosome se déplace progressivement vers l'extrémité 5' de l'ARN-M. Non, l'ARN-M, il est synthétisé toujours du côté 3' par l'ARN synthase et il est lu dans le même sens. Donc il est lu de plus en plus du côté de 3'. Donc il se déplace vers l'extrémité 3'. À l'exception des codons stop, chaque codon désigne un acide aminé unique. Ben oui, ça c'est le côté univoque. Et donc les codons stop ne portent pas... Enfin, il n'y a pas d'ARN de transfert pour les codons stop. C'est ça qui fait décrocher tout le monde. Et donc oui, chaque codon code un acide aminé unique. C'est la bonne réponse. Voilà pour les questions sur le métabolisme. N'oubliez pas de vous abonner à Chimie Média, de liker, de partager et de soutenir la chaîne financièrement via Tipeee ou un petit virement sur le numéro de compte. Et après, vous êtes admis dans le club VIP de Chimie Média.